En me réveillant ce matin, j'ai cru voir quelque chose bouger au loin. Intriguée, je me suis empressée de prendre mes jumelles. Pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour débusquer les animaux. On les entend de très loin. À cette heure-là, la nature est en pleine effervescence. Cela crée à la fois une atmosphère paisible et vivante. Petite girafe au loin. Le temps se trouve quelques instants suspendu. Quand le soleil doucement s'installe, il vient tout teinté d'une belle lumière. Deux calaos à bec rouge profitent avec nous de la douce chaleur de ces premiers rayons de soleil. Ce matin, nous plions bagages. Un safari, ce n'est pas très éloigné d'un road trip finalement. On passe quelque temps à un endroit et le lendemain, on se retrouve ailleurs. Quoi qu'il en soit, cette étape est incroyable. Et je suis vraiment contente de partager cela avec ma famille. On en aura de beaux souvenirs ensemble. Chaque repas est un véritable régal. Mais pour Selim, l'appel de la nature est souvent plus fort que celui de la table. Il suffit qu'un singe s'approche pour qu'il laisse tomber sa fourchette et s'immerge dans sa passion, le tournage. L'heure du départ a sonné. Bonjour. Nous retrouvons Ernest et chargeons le 4x4. Cette journée est consacrée à la découverte de la culture locale. Ernest nous emmène dans un village Maasai où nous sommes accueillis et habillés traditionnellement. Les Maasai sont un peuple semi-nomade d'Afrique de l'Est, principalement établi autour de la vallée du Rift, entre le Kenya et la Tanzanie. Leur vie est centrée sur l'élevage du bétail, qui constitue leur principale richesse. Ils nous montrent la technique traditionnelle qu'ils utilisent pour faire du feu. Les hommes portent souvent un chouka, une pièce de tissu rouge ou coloré, ainsi que des bijoux en perles. Ces perles ont une forte valeur symbolique. Elles indiquent pour les hommes comme pour les femmes leur âge, leur statut marital ou encore leur position sociale. Nous découvrons également leur chant traditionnel de bienvenue. Pendant ces danses, plus un homme parvient à sauter haut tout en gardant le torse immobile, plus il est considéré comme fort et respectable. De leur côté, les femmes sautent plutôt pour manifester leur joie ou témoigner de leur hospitalité. Ils vivent dans des villages composés de huttes construites par les femmes, à l'aide de bois, de terre, de bousses séchées et d'herbes. Un moment simple, un peu mis en scène, qui reste une belle manière d'approcher cette autre culture. Plus loin, dans le village de Mtowambu, nous partons à la découverte des bananeraies. Ousmane, notre guide pour cette étape, nous transmet tout son savoir sur la culture des bananes. Parmi les grands feuillages des bananiers, apparaissent des maisons habitées, discrètement nichées au cœur des plantations. La bananeraie n'est pas seulement un lieu de culture, c'est aussi un espace de vie où se déroulent de nombreuses activités.
comme par exemple un atelier de sculpture. In this mask, we have a lot of details with a small one. So you can see this one. This is the face of the mask. So it's like they're looking each other or they're facing one another. That's why we call the kissing mask. We have indicated sign of the wild animals in this mask because Maasai tribe, they live with wild animals because these people, they are nomads. They have a lot of cattle and goats. So they stay in the bush to feed their animals from there. Ousmane nous invite ensuite à pénétrer au cœur du village pour déguster de la bière de banane. Une bière fermentée, très appréciée des Tanzaniens. Nous faisons une halte au marché avant de nous diriger vers les rizières. En Tanzanie, le riz est souvent considéré comme un plat spécial, réservé aux grandes occasions, du fait de son coût élevé. Au quotidien, c'est l'ugali qui tient la place d'aliment principal. Il s'agit d'une pâte épaisse préparée avec de la farine de maïs et de l'eau. Peu coûteux et très nourrissant, l'ugali est consommé presque tous les jours, parfois comme seul repas. Les cultures de riz sont principalement destinées à l'exportation. Ce sont les femmes qui effectuent le gros des tâches manuelles et quotidiennes dans la culture du riz. Le reste de la journée se déroulera sur la route. Nous avons choisi d'ajouter à notre itinéraire une région bien plus isolée et difficile d'accès. Aucune route n'y mène, seulement un enchaînement de pistes plus ou moins praticables qu'il nous faudra parcourir pendant près de 4 heures. L'occasion de traverser une grande diversité de paysages. Et oui, en espérant garder une longueur d'avance sur le bus pour ne pas manger de la poussière pendant tout le trajet. Très vite, nous apercevons l'Oldoinyolengai, la montagne de Dieu en langue maasai. Ce volcan très actif joue un rôle central dans la singularité environnementale de la région. C'est en grande partie grâce à lui que le lac Natron et ses environs offrent une telle diversité de paysages. Et c'est précisément ce que nous venons chercher. Nous nous arrêtons à un point de contrôle pour régler les droits d'entrée dans la zone. Ces frais aident à la protection de l'environnement et au développement des communautés locales. Lorsque nous parvenons au lodge, nous découvrons une famille de tisserands en plein travail. Chaque brin d'herbe entrelacé leur permet de façonner des nids aussi délicats et complexes qu'une œuvre d'art. Encore une fois, nous sommes impressionnés par la beauté de l'endroit. Et voilà, le petit Lidouillet. Comme je dis toujours. Alors que c'est un nid, oui. Je tiens à le préciser, je sais comment il faut dire. La salle de bain. La douche. Les toilettes. Le paparazzi. La vue sur le volcan est incroyable. Et de l'autre côté, on aperçoit le lac Natron. L'eau de la piscine est tellement chaude qu'on croirait prendre un bain. Pendant le repas, l'ambiance s'anime. Nous nous laissons emporter par les danses et les chants, dont la bonne humeur contagieuse illumine la soirée. Dans les lodges, les Maasai et le personnel local travaillent ensemble. Les employés de l'hôtel s'occupent généralement de la logistique, tandis que les Maasai sont plus souvent en charge de la sécurité vis-à-vis des animaux.
Eh ben je l'ai. Il est trop beau. Peut-être que je m'en aille. Non, tu peux rester. Faut que tu le fais pas fuir. Salut mon petit bébé. Ce matin-là avait une magie que les mots peinent à saisir. Une atmosphère unique que je n'avais encore jamais ressentie. Était-ce la lumière rasant les reliefs, révélant chaque détail du paysage avec une douceur irréelle, ou bien ce calme absolu, seulement troublé par le chant discret des oiseaux? Je ne saurais le dire. Mais je me suis sentie apaisée, comme si les inquiétudes des derniers mois pouvaient s'effacer, laissant place à autre chose. L'environnement du lac Natron est très singulier, à la fois hostile et fascinant. Seules certaines plantes résistantes, comme une variété d'acacia et des herbes clairsemées, réussissent à s'implanter. Et pourtant, la faune est bien présente. Chacun semble avoir trouvé sa place dans ce fragile équilibre. Pourtant, le lac Natron est un lac salé et alcalin. La température de son eau peut grimper jusqu'à plus de 40 degrés. Mais la vie trouve toujours ses détours. Il existe des sources d'eau douce qui jaillissent aux alentours, des ruisseaux venus des collines voisines, ou lors de rares pluies, des mares qui se forment. Cela permet aux différentes espèces de survivre. Nous nous trouvons au cœur de la vallée du Rift, une gigantesque faille géologique qui s'étend du Moyen-Orient jusqu'au Mozambique, en traversant toute l'Afrique de l'Est. Ici, la terre se déchire et s'affaisse. C'est pour cela que la région a un volcanisme et une géothermie très marqués. Autour de nous, le paysage est parsemé de volcans. Beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui éteints, formant des reliefs arrondis ou érodés. Mais celui qui domine l'horizon, majestueux et impressionnant, est encore très actif. Ce contexte volcanique exceptionnel explique la composition chimique très particulière du lac Natron. Il est alimenté par des rivières et des sources, mais n'a pas d'évacuation naturelle. L'eau ne peut s'en échapper que par évaporation, sous l'effet de la chaleur. Ainsi, au fil du temps, les sels minéraux se sont accumulés, créant un environnement unique, inhospitalier pour la plupart des formes de vie, mais parfaitement adapté à certaines espèces, comme le flamant rose. On y retrouve deux espèces de flamants roses, le grand flamand et le flamand nain. Pour ce dernier, le lac Natron est un sanctuaire vital. Chaque année, des dizaines de milliers de flamands nains viennent s'y reproduire. D'ailleurs, ce que vous voyez là, c'est leur parade nuptiale. Les flamands se rassemblent et dansent en groupe, levant leurs pattes, étirant leurs cous et battant des ailes en rythme. Cette chorégraphie collective renforce le lien entre les oiseaux et facilite le choix des partenaires. Ils construisent leurs nids sur des îlots de boue et de sel présents dans le lac. Ces zones peu accessibles protègent leurs poussins des prédateurs. Famille Le Loget qui m'abandonne avec un Maasai. Regardez ce volcan. C'est en partie lui qui est à l'origine des paysages désertiques d'aujourd'hui. L'Ol-Doinyo-Lengai est le seul volcan actif au monde à projeter de la lave carbonatite en surface. À sa sortie, cette lave est noire ou brun foncé, mais au contact de l'air, elle s'oxyde rapidement et devient blanche.
c'est aussi la lave la plus froide connue à la surface de la Terre. Entre 500 et 600 degrés. C'est 2 fois moins chaud que les laves classiques. Cette lave exceptionnelle, riche en sodium et en minéraux rares, a profondément influencé l'aspect de toute la région. Et justement, le prochain lieu que nous allons découvrir est lui aussi le fruit de cette incroyable activité volcanique. Ils sont plus sauvages que les autres. Oui, j'ai vu des sopos. Je vous présente l'endroit sans nom. C'est la toute première fois que des touristes viennent ici. Quelque chose a de la valeur, tout est détruit autour. C'est ça. Daniel, notre guide Maasai, nous a proposé de sortir des sentiers battus pour découvrir ce lieu encore peu connu. Je ne sais pas si cela se voit bien, mais le sol et les parois brillent de 1000 feux. Daniel nous explique que la découverte de ce site est récente. Des recherches archéologiques ont révélé que des hominidés ont autrefois occupé certaines des grottes que l'on trouve ici. Un décor silencieux, minéral, qui semble tout droit sorti d'une autre planète. J'ai changé la pierre, j'ai trouvé la meilleure. Ah, celle-ci est bien. Moins lourd. Pour poursuivre notre escapade hors des sentiers battus, nous grimpons à quelques kilomètres du site précédent, jusqu'au sommet d'une gigantesque caldeira. Là, ils sont dans la roche. Sometimes À un moment, les chasseurs avaient déjà convaincu le gouvernement à faire partir les Maasai. you see the rock. Cette caldeira, formée par l'effondrement d'une ancienne chambre magmatique, témoigne de la puissance des éruptions passées. This one we call also fresh cotton because of the small green ball. You see, if you broke this small green ball, you can see there are something inside. But also if you broke again, you can search something like a cotton inside. Ah, ok. This is give the name fresh cotton. Oui. C'est un goût que je connais. Alors Si tu as le ventre et tout, pour ça peut arrêter ça. C'est le moment pour Daniel de nous en apprendre plus sur les plantes que les Maasai utilisent ici. And then grind and mix with water, and then later on they can filter, and then drink Ok. something like 2 liters. Of Ah, it. 2 litres. Yeah, 2 Faut en liters boire of it. 2 litres. Yeah. malaria. And after it, you must Avec les racines. vomit or diarrhea. La plante qui guérit de la malaria en vomissant et grâce à la diarrhée. Qui a envie d'essayer? Les familles ont toujours cette habitude d'égorger une chèvre, mélanger avec ça, bouillir et tout le monde va boire. Que tu sois malade ou pas, ce n'est pas que c'est pour que tu aies la maladie, non, non. On te fait boire ça comme vaccin, comme quelque chose de voilà. Ça guérit et ça purifie Tout le monde en même temps. voilà, tout le monde en Ok. même temps. C'est encore en application dans les familles Maasai. D'accord. Ouais. Elle va pouvoir faire du cinéma, cette jeune fille. The one who come right now is the boy of my sister, Ok. and another one is the boy of my brother. Ok. Yeah. Quand nous étions au sommet de la caldeira, nous avons aperçu de nombreux villages Maasai installés dans cette vaste étendue. Cet endroit peut sembler isolé, mais pour les Maasai, c'est un cadre de vie ordinaire. Malgré le climat aride et les sols parfois pauvres, ils parviennent à faire prospérer leur bétail. Essentiellement des bovins, des chèvres ou encore des ânes. Leur connaissance fine du territoire leur permet de trouver des pâturages et des points d'eau. Le bétail est non seulement une source de nourriture, mais aussi un symbole de richesse et un pilier social dans leur communauté. C'est un peuple qui sait coexister harmonieusement avec la nature qui l'entoure.
De retour au lodge, nous savourons un bon repas. Les excursions sont terminées pour la journée, car la chaleur dans cette région devient vite accablante. Au lieu de cela, nous nous détendons au bord de la piscine, fascinés par la faune qui vient tout autant que nous y chercher refuge. C'est l'occasion d'observer longuement de nombreuses espèces d'oiseaux, comme le guêpier à gorge blanche, qui plonge régulièrement dans la piscine pour chasser ou se rafraîchir. Curieux, Selim prend le temps de filmer une neppe, aussi appelée scorpion d'eau. Je sais pas combien de vidéos j'aurai de cette montagne. C'est le moment repos des vacances. Les buffets sont très copieux, avec des saveurs qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Pour clore la journée, la pleine lune dévoile en silence une silhouette familière. La faune n'est jamais bien loin en Tanzanie.